je pense que le rapport à Machiavel, il faut le compliquer aussi. Il faut dire oui à Machiavel et non à Machiavel. Oui à Machiavel parce qu'il y a des moments où, en quelque sorte, en effet, il y a un écart total entre l'éthique et le politique. C'est vrai. Mais il y a aussi des fois où l'éthique peut, de l'intérieur, orienter le politique. Il y a des situations, disons, de démocratie ordinaire où il n'y a pas une telle rupture entre la morale et la politique. Et il fut un temps où nous souffrions de la confusion hypocrite entre la morale et la politique, et donc il fallait marquer cette rupture. Merleau-Ponty nous a aidés à le faire. Bon. Mais aujourd'hui, nous souffrons aussi un petit peu, et c'est ce que disait Ricoeur, de l'excessive séparation de la morale et de la politique, sans voir qu'il y a aussi des intersections. Et Ricoeur est très très équilibré. Il dit d'une part, on passe à Ricoeur et puis on va terminer par là, vous êtes d'accord? Ricoeur, il ne faut pas faire l'alternative entre soit on est politique, à ce moment-là on n'est pas moraux, soit on est moraux, à ce moment-là on n'est pas politique. Je pense que cette alternative, elle est trop dure. Hein. Bon, je pense que, non, il y a un temps, je dirais, d'intersection entre les deux, dans lesquels on peut infléchir de l'intérieur le politique en y introduisant des exigences éthiques, qui sont des exigences de justice sociale, de solidarité, des exigences, c'est pas seulement de transparence. Hein, la morale individuelle, on est en politique quand même. Pour moi, c'est absolument pas. Je suis très français de ce point de vue-là. Pour moi, c'est pas fondamental. Même si je pense que quand même, il y a une cohérence. On ne peut pas faire le contraire de ce que l'on annonce et de ce que l'on demande aux autres. Là, je pense que pour les politiques, il y a une responsabilité politique qui demande un minimum de cohérence. C'est là que je dirais la morale. Elle est elle-même politique, cette morale. Mais donc, dans la démocratie ordinaire, on peut être à la fois dans le politique, en soutien, en essayant d'infléchir de l'intérieur, et un peu de l'extérieur pour résister, pour protester, pour corriger le tir. On peut tenir les deux bouts en même temps. Les deux reines. La reine de l'orientation de l'intérieur, de politique, et la reine de l'extérieur, de la protestation et de la résistance. C'est exactement ce par quoi Ricoeur termine un grand texte intitulé « Le paradoxe politique » au moment du coup de Budapest. Un texte dans lequel il réfléchit sur le fait qu'il y a un paradoxe politique, dans lequel il y a à la fois une rationalité politique et une irrationalité politique. C'est ça qui me prédisposait à lire la critique de la raison politique. C'est un texte qui avait été très important pour moi. Mais donc, dans la démocratie ordinaire de tous les jours, on peut être à la fois ceci et cela. Mais c'est vrai qu'il y a et ça demande le respect mutuel. Il y a du respect. Le respect, je me rappelle en 1981, juste avant l'élection de Mitterrand, tu avais écrit dans Le Monde une tribune dans laquelle tu appelais les uns et les autres au respect. Je me rappelle très bien ce texte magnifique sur une passion politique, la passion du respect. On fait avec ce qui est là, ce que tu viens de dire. On fait avec ce que nous sommes. Il ne faut pas faire des planches sur la commune. Mais aussi, on fait avec la parole de l'autre. On fait ensemble. Bon, j'interprète peut-être ce que tu voulais dire. Mais en même temps, il y a des moments où il y a au contraire des ruptures. Et alors là, on rentre dans une éthique Ricoeur dit de détresse. Il est très proche de Merleau-Ponty, en fait, là-dessus. C'est-à-dire, on rentre dans le tragique, dans lequel, par exemple, les insoumis, au moment de la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de bonne solution. Soit on était soldats et on pratiquait la torture, soit on était insoumis et on aurait c'est comme si on avait, disait Ricoeur, accepté que notre État soit détruit. Et est-ce qu'on peut accepter que notre État soit détruit? Ricoeur, qui a vu son État détruit en 1940, qui est resté prisonnier 5 ans pendant la guerre, a mesuré la gravité de sa non-violence de jeunesse. Hein, c'est un protestant, son père était mort à la guerre, il était né, grandi pupille de la nation, il avait grandi dans une protestation non violente, Sacco e Vanzetti, etc. Et il a mis du temps à comprendre, et pourtant il y avait des amis autour de lui, il y avait Philippe, comment il s'appelle, son prénom? Pardon. André Philippe, merci. Il y avait André Philippe, qui était un grand ami de Ricoeur des années 33, qui disait « Non, Paul, tu te trompes ». C'était les Barthiens d'Allemagne qui l'avertissaient que Hitler, c'était l'horreur. Et lui, il ne voulait pas en croire. Il disait « Non, l'Allemagne a été humiliée, il faut l'accepter, etc., etc. » Et puis en 1939, c'était trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans ces textes intitulés « État et violence » et d'autres textes, il dit « Non, derrière l'État le plus démocratique, il y a de la violence. » Et il faut résister à ce qu'il appelle la tentation terrible de la bonté. Il faut donc penser une démocratie armée. Voilà, notre problème, c'est comment penser en même temps une démocratie ordinaire, dans laquelle on peut, je dirais, tenir les deux bouts des deux rênes dont je parlais tout à l'heure, et en même temps accepter qu'il y a parfois une démocratie armée. Et je pense que si on pense uniquement à une conception
je dirais, machiavélienne, dans laquelle, de toute façon, c'est le prince, il est lion et renard, il est ruse et violence. D'une certaine manière, en face, il y aura de la lâcheté, et de l'imbécilité. C'est ça le problème. S'il n'y a que de la ruse et du mensonge, il n'y aura plus peu à peu que comme passion politique que la peur, voilà. Donc il faut aussi faire crédit un peu de l'intérieur à la positivité du politique. C'est ça, à mon avis, qui manque chez Machiavel. Une théorie du magistrat et pas seulement du prince.